Le 25 janvier 1943, une explosion secoua les ruines de Stalingrad, une ville dévastée après plus de 6 mois de siège brutal de l'armée allemande. L'explosion fut si puissante que des éclats d'obus atteignirent le général Friedrich Paulus, stratège de formation universitaire devenu commandant d'une armée entière sur le champ de bataille. Grièvement blessé, Paulus vit ses troupes, auparavant positionnées à l'ouest de la ville, commencer à perdre du terrain, tandis que les forces soviétiques avançaient vers la Tsaritsa. Les ordres venus de Berlin, directement de la bouche du Führer, étaient très clairs. L'armée résistera jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière balle. Selon l'idéologie nazie, se rendre ou battre en retraite équivalait à une trahison et était généralement puni de mort. Mais dans ce cas précis, les ordres d'Hitler signèrent l'échec total des tentatives de briser l'encerclement soviétique, ainsi que le plan irréaliste d'Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, de ravitailler les troupes encerclées par voie aérienne. Hitler refusa d'autoriser une capitulation. L'accepter signifierait une catastrophe symbolique pour le régime et une puissante victoire de propagande pour l'ennemi. Dans ce contexte, les troupes des 20 et 1e et 62e armées soviétiques resserraient l'étau de jour en jour, isolant les Allemands dans des poches de résistance, d'abord 2, une au nord et une plus petite au sud, puis fragmentant même la plus grande. Durant ces derniers jours de janvier, plusieurs centaines de soldats allemands tentèrent de fuir, en petits groupes ou seuls. Certains officiers envisagèrent de briser le siège pour rejoindre leurs propres lignes, mais la plupart des tentatives échouèrent. Les rares qui parvinrent à s'échapper étaient si affaiblis et malades qu'ils pouvaient à peine se tenir debout et durent être immédiatement évacués vers l'arrière. Le 28 janvier 1943, acculé, à court de munitions et menacé d'effondrement imminent, Paulus envoya un message désespéré à Hitler. « Que notre sacrifice serve d'exemple éternel pour ne jamais se rendre. » Tout était perdu pour la 6e armée de Paulus. Nommé commandant de la 6e armée en décembre 1941, Paulus avait mené ses troupes à d'importantes victoires en Russie. Sa 6e armée connut son épreuve du feu en mai 1942, lorsque les 300 000 hommes de Paulus affrontèrent les 640 000 hommes de Semyon Timochenko à Volchansk. Ils n'avaient aucune chance face à une telle supériorité numérique, mais après s'être regroupés près de Kharkov, Paulus ordonna une contre-attaque qui écrasa les forces adverses, tuant ou blessant 250 000 de soldats de l'armée rouge. Il reçut la croix de chevalier pour cet acte héroïque. Par la suite, il occupa 90% de la ville de Stalingrad, au cœur de l'Union soviétique, en novembre 1942. Cependant, son plan de prise rapide échoua, et Staline commença immédiatement à envoyer des renforts vers Stalingrad. Les soviétiques disposaient d'un effectif apparemment inépuisable, mais les immenses distances à l'intérieur de l'Union soviétique faisaient des problèmes logistiques leur pire ennemi sur leur territoire. Le général Zhukov reçut l'ordre de briser le siège allemand de Stalingrad et, fin janvier 1943, il devint évident que Paulus et ses hommes étaient coincés entre l'armée de Zhukov et une ville qu'ils ne pouvaient conquérir entièrement. Le 30 janvier, jour du 10e anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les soldats de la 6e armée comprirent enfin qu'ils étaient seuls. Personne ne viendrait à leur secours et il était inutile d'attendre un soutien aérien. Pour couronner le tout, Paulus, atteint de dysenterie, était incapable de diriger efficacement ses troupes. Cependant, il refusa d'être remplacé par un autre général. Dans un discours lugubre, Hermann Göring compara la résistance de Stalingrad à la résistance héroïque des Spartiates aux Thermopyles. Mais les combattants allemands étaient toujours en vie, pris au piège, attendant une fin inévitable. Le même jour, Paulus informa le Führer que ses hommes ne pourraient plus tenir longtemps. En réponse, Hitler le promut général, espérant qu'il choisirait la mort plutôt que la reddition. Fervent partisan du symbolisme, et comme aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu dans l'histoire, Hitler pensa que cela inciterait Paulus à suivre son exemple. Mais cela ne se produisit pas. Paulus deviendrait le premier maréchal allemand de l'histoire militaire du pays à être capturé par l'ennemi. Le spectacle offert aux soldats ensevelis dans le Kessel, ou chaudron, était on ne peut plus désastreux. Des soldats affamés, blessés, atteints de typhoïde, transis de froid. Lorsqu'ils perdirent la seule trace de ravitaillement, ce fut la fin.
La plupart s'étaient retranchés dans un supermarché souterrain appelé Univermag. Le moral des soldats était à plat. De plus, la ville ressemblait déjà à un tombeau, une odeur de décomposition cadavérique imprégnant toute la ville. 90% des bâtiments étaient détruits et le spectacle était effroyable. Finalement, les soldats soviétiques descendirent dans le souterrain où Paulus et le reste de la 6e armée se cachaient et lui proposèrent de se rendre. Paulus accepta le 2 février 1943. Avant d'être emmenés en captivité, les soldats allemands furent contraints de déblayer les décombres de la ville, de rassembler leurs camarades morts et de les disposer en tas aux abords de la ville pour être incinérés. Ils furent ensuite transportés par train jusqu'en Sibérie, où un grand nombre d'entre eux périrent pendant le voyage, puis dans des camps de concentration et de travail. Bien qu'il se soit rendu personnellement, Paulus n'a donné aucun ordre formel à ses troupes de déposer les armes. Certaines unités ont continué à combattre seules. Le même jour, les 4e, 8e, 14e Panzer et le 51e Corps se sont rendus sous la pression de l'avancée soviétique. La 64e armée du général Choumilov contrôlait déjà la quasi-totalité du centre urbain de Stalingrad. Seul le 11e corps d'armée étant retranché dans la zone nord, au milieu des décombres, des tranchées de fortune et des bâtiments en ruine. Mais la reddition de Paulus ne mit pas fin aux ennuis des Allemands stationnés à Stalingrad. Février arriva avec un nouvel assaut soviétique. Les rares positions allemandes restantes étaient concentrées dans la zone industrielle de Barikadi et autour de l'ancienne usine de tracteurs, théâtre de combats acharnés depuis des mois. Selon l'opérateur radio Gottfried Grieve du 194e bataillon de transmission, les soldats survivants se cachaient dans les caves et les ruines, grièvement blessés, affamés et tremblants de fièvre. L'ordre qu'ils reçurent était aussi absurde que terrifiant. « Camarades, nous devons tenir jusqu'à la dernière balle. C'est la volonté de Dieu. » Grève comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un ordre militaire, mais d'une condamnation à mort déguisée en héroïsme. Le 2 février marqua la fin définitive de l'un des affrontements les plus sanglants du XXe siècle. La veille, le général d'infanterie Karl Strecker, commandant du 11e corps d'armée, avait commencé à communiquer avec ses supérieurs pour discuter de la poursuite des combats ou de l'inévitable reddition. À 4 heures du matin, il contacta le lieutenant-général Arno von Lenski, commandant de la 24e division blindée. Bien que Strecker insistât pour résister, Lenski avait déjà envoyé un émissaire négocier avec les soviétiques. Strecker rédigea ainsi 2 messages. Le premier, envoyé à 7 heures du matin, ordonnait à ses troupes de cesser le combat, de détruire leurs armes et d'attendre l'arrivée des forces ennemies. Le second, envoyé au groupe d'armée Don à 8 heures du matin, constituait sa reddition officielle, qu'il conclut non pas par le traditionnel « Heil Hitler », mais par un solennel « Vive l'Allemagne ». Vers midi, les 62e, 65e et 66e armées soviétiques lancèrent leur offensive finale contre les vestiges de la garnison allemande de Stalingrad, toujours stationnée dans les installations industrielles de Barikadi et l'usine de tracteurs. Les défenseurs, épuisés et totalement démunis, commencèrent à se rendre, groupés ou individuellement sans opposer de résistance. Certains tentèrent de fuir dans la steppe, tandis que d'autres préférèrent se cacher dans les tunnels et les ruines. Quelques-uns, refusant de se rendre, continuèrent le combat sans espoir. Début mars, ces derniers bastions furent localisés et éliminés par les forces de la garnison soviétique, appuyées par des détachements de la police secrète soviétique. Opération Uranus, le piège mortel de Joukov contre les Allemands. La principale raison pour laquelle la 6e armée était restée à Stalingrad était qu'Hitler et ses officiers supérieurs avaient irrémédiablement mal interprété le champ de bataille. Ils pensaient que la principale force soviétique se trouvait bien plus au nord, autour de Riev, et que l'assaut russe attendu cet hiver s'y déroulerait. L'activité russe autour de Stalingrad avait été perçue comme le signe d'une offensive de relativement petite envergure destinée à attirer les forces allemandes hors de la ville. Et les Allemands ne voulaient pas tomber dans ce piège. Paulus et Hitler étaient tous deux convaincus qu'une attaque russe aurait lieu quelque part près de Stalingrad, et ils étaient tous aussi certains qu'elle serait de petite envergure et facile à contenir.
En réalité, les Soviétiques avaient discrètement et méthodiquement renforcé leurs forces en vue d'une contre-attaque de grande envergure à Stalingrad. Le plan avait été élaboré le 13 septembre, lorsque Zhukov s'était rendu à Moscou pour rencontrer Staline et son chef d'état-major, Alexandre Vassilievski. Zhukov et Vassilievski avaient concocté un plan visant à lancer des attaques simultanées contre les troupes roumaines qui tenaient la ligne de chaque côté de la 6e armée allemande. Ces incursions seraient rapides et profondes pour rejoindre la 6e armée et l'isoler. Ils pensaient que l'armée rouge avait suffisamment de puissance pour lancer ses frappes, mais rien de plus. Toutes les autres opérations prévues devraient être annulées et toutes les réserves participeraient à ce qui fut baptisé « Opération Uranus ». Après quelques hésitations, Staline accepta le plan. Il autorisa Vassilievski à déplacer, équiper et entraîner les forces nécessaires à sa mise en œuvre. Mais Staline imposa une condition, le secret absolu. Personne, absolument personne, ne devait être informé des raisons des changements et des mouvements. Chaque commandant serait tenu dans l'ignorance du fait que ses forces devaient agir dans le cadre d'une entreprise plus vaste. Ce n'est qu'à l'approche de l'offensive qu'un petit nombre de hauts responsables de la planification et du commandement furent mis au courant du secret. Alors qu'ils élaboraient leur plan en secret, Zhukov et Vassilievski décidèrent d'un changement tactique majeur. Ils décidèrent, autant que possible, de copier la tactique de blitzkrieg allemande. La doctrine tactique russe insistait auparavant sur l'importance pour les unités de rester en contact avec leurs flancs et de n'avancer que lorsque leurs flancs étaient sûrs. De toute évidence, c'était ce que les Allemands attendaient des Soviétiques. Au lieu de cela, Zhukov commença à donner des instructions à ses commandants de chars. Avancez loin et vite, quoi qu'il arrive sur leurs flancs. Les commandants d'infanterie reçurent l'ordre de suivre les chars et non de mener l'assaut. Les officiers de cavalerie reçurent l'ordre d'abandonner leur tactique de frappe éclair. Ils devaient plutôt chevaucher avec les chars, débarquant pour combattre en tant qu'infanterie si nécessaire. Les unités aériennes reçurent l'ordre de coopérer étroitement avec leurs forces terrestres, en particulier les chars. De plus, le plan de Zhukov prévoyait une concentration massive de forces dans une petite zone pour réaliser la percée initiale, une tactique qui n'avait été utilisée jusqu'alors que par les Allemands. L'offensive Uranus devait être lancée en 3 points clés. Le premier devait être à Kletskaya, à l'ouest de Stalingrad. L'objectif était de percer une brèche dans le front roumain, puis de faire demi-tour pour affronter les Allemands à l'extérieur de Stalingrad et les maintenir occupés. Pendant ce temps, l'attaque principale serait lancée plus à l'ouest, à Serafimovitch, à environ 160 km de Stalingrad. Cette offensive devait percer les Roumains, puis se diriger vers le sud-est en direction de Kalach, creusant un coin profond et grandissant à l'arrière de la 3e armée roumaine. Une attaque finale devait être lancée au sud de Stalingrad, à Plodovitoï. Cette avancée devait être profonde et rapide, l'objectif étant également Kalach. Lorsque les colonnes se rejoindraient à Kalach, les Allemands à Stalingrad seraient encerclés et piégés. Zhukov et Vassilievski estimaient que les capacités offensives de l'armée rouge seraient alors épuisées. Les Soviétiques passeraient alors à la défensive pour conserver le terrain conquis et empêcher la 6e armée, prise au piège, de s'échapper. Avec le temps, estimait Zhukov, Paulus et ses hommes seraient contraints de se rendre par la famine. L'entraînement et les préparatifs durèrent des semaines, mais ce n'est que fin octobre que les hommes et le matériel commencèrent à être acheminés vers Stalingrad. Parallèlement, les troupes en première ligne reçurent l'ordre d'intensifier les patrouilles et les reconnaissances afin de déterminer les dispositions des Roumains et les détails du paysage sur lequel les attaques allaient se dérouler. Les mouvements des forces soviétiques s'effectuaient dans le plus grand secret. Chaque unité savait où elle allait, mais ignorait les autres mouvements. Les prisonniers et déserteurs russes informaient les Roumains et les Allemands de l'existence de leur propre régiment, mais c'était tout. On s'efforçait de dissimuler le rassemblement aux pilotes de la Luftwaffe. Tous les mouvements de troupes avaient lieu de nuit, les troupes et leur matériel restant immobiles sous camouflage pendant la journée. De nombreuses activités trompeuses étaient également menées pour tromper l'ennemi. Le 19 novembre, à 4 heures du matin, les troupes russes furent réveillées et leurs ordres reçus. Elles soupçonnèrent depuis longtemps l'imminence d'une attaque, mais ce n'est qu'à cette heure tardive qu'elles comprirent l'enjeu. Lorsqu'on annonça aux équipages des chars qu'ils devaient s'enfoncer si profondément et si vite derrière les lignes allemandes, ils applaudirent.
L'attaque devait commencer à l'aube. Au lever du soleil, un épais brouillard glacial régnait. L'attaque commença comme prévu. Zhukov avait rassemblé une force considérable pour son offensive. 9 armées, plus d'1 million d'hommes, 13 000 canons, 894 chars et 1150 avions. L'ampleur de l'effort est attestée par le fait que les 2 tiers des chars soviétiques en état de marche furent lancés à l'offensive. L'artillerie ouvrit le feu la première, submergeant les positions roumaines sous le plus lourd et le plus long barrage d'artillerie soviétique de la guerre à ce jour. L'artillerie russe était généralement précise, mais les barrages duraient rarement longtemps, faute de munitions. Ce jour-là, aucun problème de ce genre ne survint et les canons rugirent sans interruption. Le matin du 21 novembre, 2e jour de l'opération, Paulus se prépara à envoyer ses derniers panzers attaquer le flanc gauche des colonnes russes avançant depuis Kletskaya. Avant même que l'attaque ne soit lancée, il apprit que les chars soviétiques n'étaient qu'à 32 km de son quartier général et qu'une autre colonne soviétique déferlait vers le nord-ouest depuis son flanc sud. Paulus réalisa soudain que toute son armée était menacée d'encerclement. Tout aussi urgent, la plupart de ses unités de ravitaillement et de soutien se trouvaient sur la trajectoire des soviétiques qui avançaient rapidement. Des ordres furent envoyés en toute hâte pour les alerter du danger et leur demander de se mettre en sécurité au plus vite. Lui-même abandonna son quartier général tandis que son état-major s'efforçait de rassembler papiers et matériel et se dirigea vers l'est, en direction de Stalingrad. L'avancée soviétique se poursuivit après la tombée de la nuit, plongeant les Allemands dans la confusion, leurs unités se dirigeant dans des directions différentes sous les ordres de commandants différents. À 6 heures du matin, une colonne de chars soviétiques venant du nord atteignit Kalak. Ne voyant aucun signe de leurs camarades venant de l'est, les équipages poursuivirent leur progression et, à l'aube, aperçurent des chars T-34 s'avancer vers eux. L'encerclement était total, la 6e armée était encerclée. Les assiégeants allemands de Stalingrad étaient désormais assiégés par l'armée rouge. Il fallut néanmoins 2 mois supplémentaires aux soviétiques pour briser définitivement la résistance héroïque de Friedrich Paulus. Le 3 février 1943, la Luftwaffe effectua son dernier survol du ciel dévasté de Stalingrad. Un Heinkel He-11, un solitaire, survola la ville en ruine, à la recherche de groupes de soldats allemands qui auraient pu échapper à l'encerclement soviétique. L'avion largua du ravitaillement dans l'espoir de retrouver des survivants, mais ne détecta aucun signe de vie parmi les décombres gelés. Ce vol symbolisa la fin d'une bataille colossale qui fit près de 2 millions de morts, de blessés ou de disparus, et devint l'un des affrontements les plus féroces et les plus décisifs du XXe siècle. L'opération Uranus, magistralement planifiée par le maréchal soviétique Georgi Zhukov, atteignit son objectif principal, encercler et détruire la 6e armée allemande. Pour l'armée rouge, ce fut la première victoire stratégique majeure aux conséquences irréversibles. Elle représentait non seulement un gain territorial, mais aussi un renouveau moral qui transforma le cours de la guerre sur le front de l'Est. Pour paraphraser Churchill, pour l'Union soviétique, ce fut le début de la fin de la terreur nazie. Pour l'Allemagne hitlérienne, en revanche, Stalingrad marqua le début de l'effondrement. La première fois que la machine de guerre du Reich s'effondra véritablement face à un ennemi invincible. Un sort pire que la mort, qu'est-il arrivé aux prisonniers allemands? À 16 heures, le jour de la capture de Paulus, le 2 février, les généraux Konstantin Rokossovski et Nikolaï Voronov adressèrent un rapport officiel au haut commandement à Moscou, annonçant la chute définitive de Stalingrad et la cessation totale des opérations militaires dans la ville et ses environs. Comme le nota le chef d'état-major de la 62e armée, Nikolaï Krylov, la journée fut étonnamment calme en termes de combats actifs. Cependant, le nombre de prisonniers augmenta considérablement. Environ 40 000 soldats allemands supplémentaires se rendirent ce jour-là, s'ajoutant aux 50 000 capturés le 31 janvier. Nombre d'entre eux rassemblèrent couvertures, manteaux ou vêtements, anticipant que la marche vers les camps de prisonniers serait longue, glacée et pénible. Au même moment, des négociations eurent lieu entre le général d'infanterie Strecker et un officier d'état-major soviétique qui l'accompagnait après sa reddition. Ils convinrent que les officiers du quartier général allemand pourraient être transportés en véhicule jusqu'à leur lieu de captivité. Cependant, ils utiliseraient leurs propres véhicules car les soviétiques manquaient de ressources et il n'y aurait pas de transport pour tous.
Plusieurs officiers, dont certains de haut rang, durent entreprendre leur marche vers la captivité à pied, dans la neige, dans le silence d'une guerre déjà terminée pour eux. La dureté des camps de concentration soviétiques était bien connue des Allemands, qui avaient entendu des centaines d'histoires sur la dureté de la vie là-bas. La bataille de Stalingrad avait étiré les lignes de ravitaillement allemandes et, face à l'ampleur des destructions, nombre des soldats allemands capturés étaient déjà à moitié morts de froid et de malnutrition. La situation était aggravée par le fait qu'ils étaient conduits pendant des jours jusqu'à la gare ferroviaire la plus proche, puis envoyés dans des camps de rassemblement qui n'étaient eux-mêmes guère plus que des enclos. À Krasnoarmeysk, les bâtiments étaient sans toit et à Beketovka, l'hébergement consistait en des bâtiments situés dans un village évacué. Les soins médicaux étaient minimes, les installations sanitaires inexistantes et le chauffage impossible. Entre le 3 février et le 10 juin 1943, la moitié des 27 078 personnes du camp étaient mortes. En raison du nombre considérable de prisonniers capturés après la capitulation de Stalingrad, le camp de prisonniers numéro 108 fut ouvert le 3 février 1943 à Beketovka, près de la ville. Cependant, les installations se révélèrent rapidement insuffisantes pour gérer une telle avalanche humaine, et la direction des prisonniers de guerre de Stalingrad ordonna l'ouverture de nouveaux centres d'internement dans différentes parties de la région. Malgré ces efforts, la population carcérale commença à diminuer drastiquement. Blessures non soignées, infections, famine extrême et conditions météorologiques extrêmes causèrent la mort de milliers de personnes. Dans des endroits comme le camp de Yuski, on estime qu'environ 70% des détenus sont décédés de causes liées à la malnutrition. La capture des prisonniers à Stalingrad était d'une cruauté extrême. Arrachés par l'armée rouge, ils étaient souvent systématiquement dépouillés de leurs montres, bagues, vêtements, ceintures de cuir et bottes sous la menace des armes, et les doigts coupés là où les bagues ne pouvaient être retirées. Du point de rassemblement, ils étaient transférés vers des camps voisins, mais ceux-ci n'étaient souvent que de simples enclos. Les marches elles-mêmes faisaient de nombreuses victimes, principalement en raison du froid et des conditions hivernales impitoyables en Russie. Des milliers de soldats et d'officiers allemands mouraient de froid en route vers les camps. Ceux qui pouvaient marcher étaient obligés de le faire. S'arrêter net ou refuser d'avancer se soldait toujours par un massacre par les soviétiques qui les laissaient pourrir à découvert au bord de la route. Dans tous les camps, des morts survinrent chaque nuit et de nombreuses histoires macabres se succédèrent. Un garde raconta qu'une équipe d'enterrement réalisa qu'un des corps jetés dans une fosse était encore vivant. On le traîna alors jusqu'à ce qu'il meure, puis on le repoussa. La population du camp comprenait des Roumains, des Italiens, des Bulgares, ainsi que des Allemands. L'absence de soins médicaux précoces joua également un rôle dans le nombre de morts, tout comme la haine des prisonniers, tant de la part des soldats soviétiques que de la population civile locale, qui les empêcha de recevoir pitié ou de recevoir de la nourriture supplémentaire. Cette animosité ne se limitait pas aux soviétiques. Les Roumains capturés haïssaient leurs officiers allemands au point de les noyer tous lors de la traversée de la Volga. Au printemps 1943, le bureau soviétique des prisonniers de guerre commença l'enregistrement détaillé de ces prisonniers et leur transport vers des camps permanents, principalement à Begovat, Ouzbékistan, à Astrakhan et à Karaganda. Les voyages pouvaient durer des jours, voire des semaines, avec un accès intermittent à la nourriture et à l'eau. Sur les 30 000 premiers envoyés ainsi, seuls 15 000 environ arrivèrent vivants. À la fin du conflit, la réalité était dévastatrice. Sur les plus de 90 000 soldats allemands qui se rendirent à Stalingrad, seuls environ 6 000 réussirent à rentrer en Allemagne des années plus tard. Mais ce ne fut qu'après plusieurs années de captivité, les premiers prisonniers étant libérés en 1949, puis d'autres au cours des années 1950. Le sort des prisonniers restants était explicitement lié à la diplomatie soviéto-ouest-allemande au lendemain de Staline. En mai 1955, les puissances occidentales suspendirent le statut d'occupation, faisant ainsi de l'Allemagne de l'Ouest un État indépendant avec Konrad Adenauer comme chancelier. Ayant réussi à obtenir la reconnaissance soviétique de son pays lors d'une visite à Moscou, il parvint également à négocier le retour des prisonniers soviétiques encore en captivité.
Sur les 9626 hommes encore en captivité en 1955, 8877 avaient été officiellement graciés par les soviétiques, mais les 749 restants ne furent pas amnistiés mais remis aux autorités pour crimes de guerre les plus graves. Les derniers arrivèrent en janvier 1956. Le général Walter Kurt von Seydlitz-Kurzbach était aux mains des soviétiques depuis janvier 1943, après avoir été relevé de son commandement par Paulus à Stalingrad. Tous deux rejoignirent le Comité national pour une Allemagne libre et Paulus témoigna au procès de Nuremberg en 1946. Libéré par les soviétiques en 1953, il réussit à vivre 4 années supplémentaires à Dresde, où il mourut le 1er février 1957. Le général Walter von Seydlitz, victime de la propagande soviétique? La 6e armée comptait 4 corps d'artillerie et d'infanterie. Le 51e corps était commandé par le général Walter von Seydlitz, membre de l'une des familles militaires les plus célèbres d'Allemagne et vétéran de la Première Guerre mondiale. Le 51e corps d'armée joua un rôle important lors de la bataille de Stalingrad et Seydlitz lui-même était célébré pour sa bravoure et ses talents de stratège. Seydlitz, membre de l'aristocratie militaire remontant à l'époque de Frédéric II, était de plus en plus mécontent de la manière dont Hitler dirigeait ses armées à Stalingrad. Cependant, il ne pouvait exprimer ses doléances, Hitler étant connu pour punir sévèrement ceux qui osaient le contredire. De plus, Hitler estimait que les défaites militaires n'étaient dues qu'à un manque de volonté. Ainsi, pour lui, la sous-nombre de ses armées n'avait aucune importance. La reddition n'avait qu'une seule explication, la lâcheté. Hitler ordonna donc à la 6e armée, qui assiégeait Stalingrad, de défendre ses positions quoi qu'il arrive. Seydlitz s'opposa à cet ordre, jugeant totalement impensable qu'une armée de 22 divisions se lance dans une défense tous azimuts et se prive ainsi de toute liberté de mouvement. Il rédigea un long mémorandum à ce sujet pour le quartier général de la 6e armée. Les combats défensifs mineurs de ces derniers jours ont déjà épuisé nos réserves de munitions, expliqua-t-il. La situation en matière d'approvisionnement était décisive. Leurs ordres étaient d'ignorer l'ordre catastrophique de rester sur place. Le soir du 23 novembre, Seydlitz ordonna à la 60e division d'infanterie motorisée et à la 94e division d'infanterie de brûler leurs magasins et de faire sauter leurs positions, puis de se retirer de leur position au nord de Stalingrad. Dans des milliers de feux allumés rapidement, ils brûlèrent manteaux, uniformes, bottes, documents, cartes, machines à écrire ainsi que des vivres. Le général brûla lui-même tout son propre équipement. L'armée rouge, alertée par les explosions et les flammes, surprit la division déjà affaiblie alors qu'elle se retirait de Spartakovka et lui infligea près de 1000 pertes. La formation voisine, la 389e division d'infanterie de l'usine de tracteurs de Stalingrad, souffrit également de la confusion. Hitler, furieux d'apprendre ce retrait, imputa la responsabilité à Paulus. Pour empêcher toute nouvelle désobéissance à ses ordres, il prit la décision extraordinaire de scinder le commandement à Stalingrad. Le général von Seydlitz, qu'il considérait comme un fanatique de la résistance, fut nommé commandant en chef du nord-est de la zone, y compris Stalingrad. Le signal arriva à 6 heures du matin le 25 novembre. Seydlitz fut informé de ses ordres par Paulus lui-même. Les ordres d'Hitler se révélèrent catastrophiques pour la 6e armée à Stalingrad. D'un côté, ils affaiblirent sérieusement l'armée, car désormais 2 généraux adoptaient souvent des approches différentes au combat. Mais d'un autre côté, ils donnèrent à Seydlitz et à Paulus une plus grande liberté de choix stratégique. Bien entendu, cette liberté ne supplantait pas l'autre ordre d'Hitler, qui imposait de se battre jusqu'au dernier homme et jusqu'à l'avant-dernière balle. C'est pour cette raison que, lorsque les soviétiques percèrent les défenses allemandes fin janvier 1943, et que Seydlitz tenta de se rendre avec les officiers sous son commandement, Paulus le releva immédiatement de son commandement. Il nomma le général Walter Heitz à sa place, et ce dernier ordonna que les Allemands qui se rendaient soient fusillés. 2 officiers allemands furent tués par d'autres Allemands après leur reddition. Seydlitz et Paulus se détestaient, d'autant plus que Seydlitz n'était pas un fanatique du Führer et qu'il le médisait fréquemment, donnant à ses subordonnés des ordres contradictoires. Il avait ses propres idées sur la conduite à tenir à Stalingrad.
Dès son incarcération dans un camp de prisonniers de guerre pour officiers, il commença à se plaindre d'Hitler, qu'il considérait comme le signe avant-coureur d'une catastrophe pour l'Allemagne. Ses interrogateurs en prirent bonne note. Le 19 août 1943, 3 généraux de Stalingrad, Seydlitz, Latman et Korfes, furent identifiés comme collaborateurs potentiels et envoyés dans un centre de rééducation à Lunovo. Dans ces centres, les officiers allemands étaient nourris de propagande soviétique et traités avec équité, afin de créer l'illusion que les soviétiques étaient leurs amis et cherchèrent seulement à libérer l'Allemagne du joug d'un fou. Selon les rapports des services de renseignement soviétiques, Seydlitz semble avoir été émotionnellement bouleversé par ce qu'il croyait être un changement d'attitude collectif de nombreux officiers, tous désireux de sauver l'Allemagne de l'apocalypse hitlérienne. Il se considérait comme leur chef naturel. Début septembre, Seydlitz, Korfes et Latman furent renvoyés à Voïkovo pour convaincre les autres généraux de Stalingrad. Leur arrivée tard dans la nuit fit sortir les généraux de leurs chambres en pyjama, intrigués par toute cette agitation. Mais lorsque Seydlitz annonça son plan de renversement d'Hitler, le général Strecker se détourna avec colère. Le lendemain, lorsque Seydlitz et Latman les pressèrent de se joindre à l'appel à la révolte contre le régime hitlérien, Strecker, Sixt von Arnim, Rodenburg et Pfeffer les accusèrent avec véhémence de trahison. Seydlitz et ses collègues réussirent néanmoins à convaincre les généraux Edler von Daniels, Dreber et Schlomer. Des documents soviétiques montrent que le 17 septembre 1943, Seydlitz, président de la Ligue des officiers allemands, présenta au général soviétique Melnikov un plan proposant de lever un corps d'armée de 30 à 40 000 hommes parmi les prisonniers de Stalingrad. Selon ses idées, ce corps constituerait la base du nouveau gouvernement après le renversement d'Hitler. Seydlitz se considérait comme un futur candidat au poste de commandant en chef des forces armées de l'Allemagne libre. Il aurait également promis d'élaborer un plan de propagande par la presse et la radio, envoyant des hommes à l'arrière allemand pour rallier les commandants de formation à notre cause et organiser une action commune contre le régime hitlérien. Seydlitz enverrait des messages à ses amis personnels, au commandant du front central, von Klug, et au général Thomas, responsable de l'état-major d'Hitler. En février 1944, des avions russes commencèrent à larguer des tracts au-dessus de l'Allemagne et des troupes de première ligne signées par Seydlitz et ses collègues. La Gestapo remit un rapport urgent à Himmler attestant de l'authenticité de la signature de Seydlitz. Le général Gilles de la Waffen-SS, dont les troupes du saillant de Tcherkassy étaient arrosées de tracts du Comité national, en renvoya des copies en Allemagne. Il transmit également des lettres personnelles des généraux Seydlitz et Korfes, envoyées sur son front par Shcherbakov. L'écriture fut à nouveau analysée par la Gestapo et confirmée exacte. Les tracts semèrent la panique. Hitler convoqua Himmler pour une réunion, puis envoya le général Schmundt avec une déclaration de loyauté à signer par les maréchaux. Même cela ne suffisait pas à le rassurer. Le 19 mars, Rundstedt, Rommel, Kleist, Busch, Weichs et Manstein furent convoqués au Berghof pour lire un message condamnant le général von Seydlitz-Kurzbach, le méprisable traître à notre sainte cause, et soulignant leur soutien à Hitler. D'autres documents soviétiques confirment que l'idée de Seydlitz de créer une force anti-nazie composée de quelques 40 000 prisonniers de guerre allemands, transportés par avion en Allemagne, n'a jamais été sérieusement envisagée. En Allemagne, sa famille fut placée en détention pour les crimes d'un de ses proches. En Russie, en 1949, il fut accusé de crimes de guerre. Il fut jugé pour ses actes contre des prisonniers de guerre soviétiques et la population civile alors qu'il était au service de l'armée allemande. En 1950, un tribunal soviétique le condamna à 25 ans de prison, mais en 1955, il fut libéré en Allemagne de l'Ouest, où, en 1956, sa condamnation à mort sous le Troisième Reich fut annulée. Seydlitz fut finalement instrumentalisé par la propagande soviétique et allemande. Il fut utilisé par les premiers dans des émissions et des écrits pour inciter les soldats allemands à se rendre, et par les Allemands pour se battre pour une cause à laquelle ils ne croyaient pas vraiment. Conséquence de la défaite nazie à Stalingrad, le début de la fin. Il est presque impossible de surestimer l'importance du désastre allemand de Stalingrad. Au cours de la campagne, la Wehrmacht avait perdu environ 15% de ses effectifs, mais n'avait pratiquement rien gagné.
Ce fut une campagne inutile, une erreur militaire qui coûta finalement la guerre et la vie à Hitler. L'une des principales raisons de la catastrophe de Stalingrad fut qu'elle marqua un tournant dans la croyance des Allemands dans la propagande d'État. Malgré tous les efforts de Goebbels, l'ampleur du désastre ne pouvait être dissimulée. Presque tous les civils allemands connaissaient une famille ayant perdu un fils à Stalingrad. Le choc en Allemagne était grand, mais le coup porté au moral des soldats était plus grand encore. Depuis le début de l'invasion de la Russie, ils n'avaient connu que la victoire, même si ces succès sur le champ de bataille ne s'étaient pas traduits par une victoire finale. Ils subissaient alors une défaite sur le champ de bataille et d'une ampleur colossale. La confiance en soi des soldats allemands avait été profondément ébranlée, voire détruite dans bien des cas. Ils ne considéraient plus les Russes comme de piètres soldats à abattre, mais comme des adversaires coriaces dont il fallait se méfier. Le 18 février 1943, Goebbels prononça son célèbre discours au Sportpalast, ainsi nommé car il fut prononcé devant un large public invité au Sportpalast de Berlin, le palais des sports. Ce fut le premier discours dans lequel un dirigeant nazi admit que la guerre ne se déroulait pas sans heurts pour l'Allemagne. Il décrivit les revers subis sur le front de l'Est, expliqua que l'avenir de la civilisation européenne était menacé par une prise de pouvoir communiste et affirma que seule l'Allemagne pouvait sauver l'Europe. Il atteignit son apogée en posant à son auditoire et par radio à l'ensemble du peuple allemand la question suivante. Croyez-vous, avec le Führer et nous, à la victoire finale et totale du peuple allemand? Êtes-vous, vous et le peuple allemand, prêts à travailler, si le Führer l'ordonne, 10, 12 et si nécessaire 14 heures par jour et à tout donner pour la victoire? Voulez-vous une guerre totale? Si nécessaire, voulez-vous une guerre plus totale et plus radicale que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui? La réaction fut extrêmement positive. L'Allemagne fut mise sur le pied de guerre pour la première fois. La production de biens de consommation cessa et les usines furent reconverties à la fabrication massive de matériel de guerre. Le travail forcé des pays conquis était encore utilisé, mais les travailleurs allemands étaient de plus en plus contraints de travailler plus longtemps et plus durement. Des sacrifices toujours plus importants furent exigés, tant en termes d'efforts, d'argent que de vie. Pour de nombreux Allemands, Stalingrad marqua un tournant crucial dans la guerre. Outre ces pertes allemandes, l'armée rouge avait enregistré des gains. Les forces soviétiques s'étaient accrues de mois en mois, grâce à un nombre croissant d'hommes mobilisés et à l'investissement croissant de ressources dans la fabrication d'armes. Le succès de l'opération Uranus démontra que les Russes étaient capables d'imiter les tactiques de blitzkrieg allemandes lorsque les hommes compétents étaient aux commandes et qu'ils disposaient de l'équipement approprié. Ce ne fut pas toujours le cas, et dans les mois qui suivirent, les Russes revinrent régulièrement à leurs anciennes tactiques, avec des résultats souvent fatals. Mais l'amélioration des forces russes était indéniable. Le coût humain de la campagne de Stalingrad fut immense. Parmi les plus grandes souffrances, on compte celles endurées par la population civile de la ville. Le 23 août 1942, la ville comptait 400 000 civils. Le sort de la plupart d'entre eux demeure inconnu. Nombre d'entre eux s'enfuirent, d'autres rejoignirent l'armée rouge, mais la majorité resta bloquée dans la ville par l'avancée allemande et le refus des dirigeants soviétiques d'autoriser les civils à utiliser les bacs pour traverser le fleuve. On estime qu'environ 200 000 civils furent tués pendant les combats. Les pertes subies par l'armée rouge furent tout aussi terribles. Plusieurs régiments et bataillons furent entièrement anéantis. Les bilans officiels de l'armée rouge font état de 478 741 hommes tués et 650 878 blessés dans la ville et ses environs, mais ce chiffre est généralement considéré comme une sous-estimation. Ces chiffres n'incluent pas les campagnes menées hors de la ville. Les soviétiques auraient perdu jusqu'à 650 000 hommes. De nombreux combats et effusions de sang allèrent se produire sur le front de l'Est, mais après Stalingrad, les Allemands n'avaient plus aucune chance de remporter une victoire totale et définitive sur l'Union soviétique. Les hauts commandants militaires parlaient d'ouvrir des négociations avec les Russes pour conclure un accord de paix. Hitler refusa catégoriquement. Contrairement à de nombreux militaires, Hitler était pleinement conscient des massacres, du génocide et des autres crimes de guerre perpétrés par les SS et autres instruments du parti nazi en Russie occupée. Il savait que les Russes étaient déterminés à se venger
et que les négociations étaient vaines. Plus tard, la certitude qu'il serait lui-même exécuté le conduirait à prolonger inutilement la guerre et, finalement, à se donner la mort. Stalingrad marqua le début de la fin du Troisième Reich. Les dernières lettres de Stalingrad. Ma vie n'a pas changé du tout. Elle est comme il y a 10 ans, bénie par les étoiles et tenue à l'écart des hommes. Je n'ai jamais eu d'amis, comme tu le sais, car personne ne voulait de moi. J'étais heureuse quand je regardais le ciel avec mon télescope et que j'observais le monde stellaire, joyeuse comme un enfant qui joue avec les étoiles. Tu étais ma meilleure amie, Monica. Tu n'étais pas perdue, tu l'étais. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Cette lettre mettra 15 jours à te parvenir. D'ici là, tu auras déjà lu dans les journaux ce qui s'est passé ici entre-temps. N'y pense pas trop, les choses finiront par être complètement différentes. Laisse les autres s'en occuper. Qu'est-ce que ces gens-là nous importent, à toi ou à moi? J'ai toujours pensé en années-lumière et ressenti en secondes. Même ici, j'ai beaucoup à faire avec la météo. Nous sommes 4, et si ça continue comme ça, nous serons très satisfaits. Notre tâche est très simple. Enregistrer la température et l'humidité, la hauteur des nuages et la visibilité, voilà tout ce que nous avons à faire. Si un bureaucrate lisait ce que j'écris, il pleurerait à cause de la violation du secret professionnel. Monica, qu'est-ce que notre vie comparée aux millions d'années du ciel étoilé? Par cette belle nuit, j'aperçois Andromède et Pégase au-dessus de ma tête. Je les observe depuis un bon moment, et bientôt, je serai tout près d'eux. Je dois ma paix et mon bonheur aux étoiles, dont tu es la plus belle. Les étoiles sont immortelles, et la vie humaine n'est qu'un grain de poussière dans le tout. Autour de moi, tout s'effondre. Une armée entière est en train de mourir. Jour et nuit brûlent, et 4 hommes s'affairent à relever la température et l'altitude des nuages. Je ne comprends pas grand-chose à la guerre. Pas un seul homme n'est tombé sous mes mains. Je n'ai pas tiré une seule fois avec mon pistolet, pourtant chargé. Mais d'après ce que je sais, on ne voit pas cette maladresse de l'autre côté. J'aurais volontiers continué à compter les étoiles pendant encore 2 décennies, mais nul doute que maintenant, cela ne servirait à rien. Carte numéro 2, vers les étoiles du bout du monde. J'ai de nouveau pris ton portrait, et je l'ai contemplé longuement. Ce moment que nous avons vécu ensemble est gravé dans ma mémoire. Ce bel après-midi d'été de notre dernière année de paix, lorsque nous avons traversé la vallée fleurie pour rentrer chez nous. Lors de notre première rencontre, c'est la voix de notre cœur qui a parlé. Plus tard, celle de l'amour et du bonheur. Nous avons parlé de nous-mêmes et de l'avenir qui s'étendait devant nous comme un tapis aux couleurs vives. Ce tapis coloré n'existe plus. L'après-midi d'été a disparu, tout comme la vallée fleurie, et nous ne sommes plus ensemble. Au lieu du tapis vibrant, un champ blanc infini s'est étendu devant moi. Il n'y a plus d'été, seulement l'hiver, et il n'y a plus d'avenir, du moins pas pour moi, et donc pas pour vous non plus. Pendant longtemps, j'ai ressenti une sensation inexplicable, sans savoir ce que c'était, mais aujourd'hui je sais. C'est la peur. La peur pour toi. À des milliers de kilomètres de là, j'avais l'impression que tu étais à mes côtés. Quand tu recevras cette lettre, plonge-toi dedans et écoute. Peut-être y entendras-tu ma voix. On nous dit que notre combat est pour l'Allemagne, mais rares sont ceux ici qui croient vraiment que ce sacrifice absurde sera utile à notre patrie. Lettre numéro 3, le silence de mes mains. Il faut que tu oublies tout ça, Margarita, et vite. Je te conseille même de le faire radicalement. Plus tu le feras avec soin, moins la déception sera douloureuse. Je vois dans tes lettres que tu aspires à me revoir. C'est naturel d'en avoir envie. Je me languis aussi de toi, passionnément, en fait. Ce n'est pas ça qui me trouble. Ce qui me trouble, c'est que, entre les lignes, je sens un désir non seulement pour l'homme et l'amant, mais aussi pour le pianiste. Je le lis très clairement. Ce n'est pas une étrange confusion de sentiments. Ce n'est pas que moi, qui devrais être profondément malheureux, je me sois abandonné à mon sort, et que la femme, qui a toutes les raisons d'être reconnaissante que je sois encore en vie, du moins pour l'instant, en veuille à ce qui m'est arrivé. Parfois, je soupçonne un reproche silencieux de s'élever contre moi, comme si j'étais coupable de ne plus vouloir jouer. C'est ce que vous voulez que j'avoue. C'est pourquoi vous insistez tant dans vos lettres,
me demandant une explication que j'aurais préféré vous donner en personne. Peut-être le destin nous a-t-il conduit à un point où il n'y a plus d'échappatoire. Je ne sais pas si j'aurai une autre occasion de vous parler, alors c'est une bonne chose que cette lettre vous parvienne maintenant, et que vous le sachiez, si un jour je me présente. Mes mains sont perdues depuis début décembre. À la gauche, il me manque l'auriculaire. Mais le pire, c'est la main droite. Mon index, mon majeur et mon annulaire sont gelés. Je peux encore soulever une tasse avec mon pouce et mon auriculaire. Je me sens impuissant. Ce n'est que lorsqu'on n'a plus de doigts qu'on réalise à quel point ils sont indispensables, même pour les plus petites tâches. Au mieux, je peux encore appuyer sur la gâchette avec mon auriculaire. Mes mains sont perdues. Mais je ne peux pas passer ma vie à tirer si je ne peux plus être utile autrement. Ou est-ce suffisant pour être garde forestier? C'est de l'humour macabre. Et si j'écris encore, c'est juste pour vous rassurer. Kurt Hanke, dont vous vous souvenez peut-être du conservatoire, promotion 37, jouait l'Appassionata sur un piano à queue installé au milieu de la place rouge. On ne voit pas ça tous les jours. La maison avait explosé, mais ils ont récupéré le piano et l'ont déposé dans la rue. Chaque fantassin qui passait frappait les touches au hasard. Et je vous le demande, où ailleurs, sinon ici, peut-on trouver des pianos dans la rue? Je vous l'ai dit un jour, Kurt a joué comme jamais le four janvier. Bientôt, il sera au front. Pardonnez-moi d'utiliser le mot « front ». La guerre nous a tous changés, ainsi que le monde qui nous entoure. Quand ce jeune homme rentrera chez lui, nous entendrons beaucoup de choses admirables à son sujet. Nul doute qu'il n'oubliera jamais ses heures. L'esprit et l'atmosphère qui y règnent le garantiront. Dommage que je ne sois pas écrivain. J'aimerais mettre des mots sur le spectacle de centaines de soldats, emmitouflés dans des manteaux, la tête enveloppée dans des couvertures, serrés les uns contre les autres. Des murmures partout, mais personne n'a perturbé ce moment. Ils écoutaient Beethoven à Stalingrad, même s'ils ne le comprenaient pas. Êtes-vous plus heureux maintenant que vous connaissez toute la vérité? Lettre numéro 4. Trop tard pour obtenir des conseils. Épargnez-moi vos conseils bien intentionnés. Vous rendez-vous compte de la situation dans laquelle vous me mettez? Quel genre de mots sont-ils? Vous n'auriez pas agi ainsi si vous aviez su comment les choses fonctionnent réellement. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que je partage votre point de vue. Nous en avons parlé plus que nécessaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'écrit. Vous prenez les autres pour des imbéciles? Si j'écris maintenant, c'est uniquement parce que je sais pertinemment que rien ne peut arriver. J'ai eu le bon sens d'omettre l'adresse de l'expéditeur et vous recevrez cette lettre par la voie habituelle. Même si quelqu'un savait qui a écrit ces lignes, il n'y a pas d'endroit plus sûr pour moi en ce moment que Stalingrad. C'est si facile de dire « Déposez les armes ». Crois-tu que les Russes vont nous pardonner? Tu es quelqu'un d'intelligent, pourquoi ne demandes-tu pas à tes amis d'arrêter de nous fournir des munitions et du matériel de guerre? Il est facile de prodiguer de bons conseils, mais les choses ne se passent pas comme on l'imagine. Libérer les peuples? C'est absurde. Les peuples restent les mêmes, seul leur maître change. Et les étrangers diront toujours qu'il faut libérer les peuples du pouvoir du moment. En 1932, le moment aurait été opportun, vous le savez parfaitement, et l'occasion a été manquée. Il y a 10 ans, le vote existait encore. Ne pas l'utiliser nous coûte aujourd'hui cette petite chose qu'on appelle la vie. Lettre numéro 5, quand l'espoir s'épuise. Ce matin, au poste de combat, Anne m'a persuadé de t'écrire. 16 dernières semaines, j'hésitais à commencer cette lettre, pensant toujours que l'incertitude était une torture, mais me raccrochant encore à une lueur d'espoir. Je pensais sans cesse à la fin des choses, et chaque soir, je m'endormais avec la même pensée. L'incertitude de notre situation, oscillant constamment entre l'espoir de renfort et la perspective imminente d'une défaite. Mais j'évitais aussi d'affronter la réalité, le doute qui planait sur tout, peut-être par lâcheté. À 3 reprises, j'aurais déjà pu être enseveli sous terre, mais si cela était arrivé, ce serait arrivé soudainement et de manière inattendue. Maintenant, les choses ont changé. Depuis ce matin, je sais exactement ce qui se passe. Et puisque je me sens étrangement libre, vous aussi devez être libérés de cette angoissante incertitude. En regardant la carte, j'ai frissonné.
Nous sommes complètement seuls, sans aide extérieure. Hitler nous a abandonnés. Cette lettre ne sera divulguée que si l'aérodrome reste entre nos mains. Nous sommes au nord de la ville. Les hommes de ma batterie soupçonnent notre isolement, mais ils ne le savent pas aussi clairement que moi. Il semble que nous approchions de la fin. Ni Anne, ni moi ne partirons en captivité. Hier, j'ai vu 4 hommes faits prisonniers par les Russes après que notre infanterie eut brièvement repris la base aérienne. Non, je n'irai pas dans un camp de prisonniers. Quand Stalingrad sera tombé, vous en entendrez parler et vous en lirez des nouvelles. Et vous saurez que je ne suis pas revenu. Lettre numéro 6. Il reste 2 chemins, le paradis ou la Sibérie. Finalement, il ne sert à rien de se rebeller, et s'il y avait une issue, je suis sûr que je l'aurais trouvée. Bien sûr, j'ai tout essayé pour échapper à ce piège, mais il ne me reste que 2 chemins, le paradis ou la Sibérie. Le mieux est d'attendre, car tout le reste, comme je l'ai déjà dit, est vain. De retour chez eux, certains messieurs se frotteront les mains de satisfaction, car ils pourront conserver leur place et leur poste. Dans plus d'un journal, vous lirez de belles et pompeuses paroles encadrées d'épaisses bordures noires. Elles honoreront notre mémoire. Ne vous laissez pas tromper par ce bruit stupide. J'ai envie de tout casser, mais je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Je ne cesse de me répéter une chose. Reste en bonne santé et tu survivras au pire moment. La santé est la condition première pour rentrer chez soi. Je ne suis pas prête à abandonner ma propre chaise. Si vous retournez vers les autres, dites-leur ceci comme il est écrit ici. Plus on est assis haut sur une chaise, plus la chute est dure. Lettre numéro 7. La vérité que vous méritez de connaître. Vous êtes l'épouse d'un officier allemand, et c'est pourquoi vous accueillerez ce que je vais vous dire avec stoïcisme et force, la même force dont vous avez fait preuve le jour où vous vous trouviez sur le quai du train lors de mon départ pour l'Est. Je n'ai jamais été doué pour écrire des lettres. Les miennes n'ont jamais dépassé une page. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je les remets à plus tard. Plus tard signifie dans 6 semaines, si tout va bien, et dans 100 ans, si ce n'est pas le cas. Préparez-vous à cela. Si tout se passe bien, nous aurons le temps de discuter de tout. Dans ce cas, pourquoi devrais-je écrire une longue lettre, une chose pour laquelle je ne suis pas doué de toute façon? Et si les choses tournent mal, les mots ne serviront à rien. Tu sais déjà à quel point je suis profondément attaché à toi, Augusta. Nous n'avons pas ou peu parlé de nos sentiments. Je t'aime profondément, et tu m'aimes. Alors tu dois savoir la vérité, et la vérité est dans cette lettre. La vérité, c'est la conscience de la lutte la plus sanglante dans une situation désespérée. La misère, la faim, le froid, le renoncement, le doute, le désespoir et une mort terrifiante. Pendant mon congé, je ne vous ai rien dit de tout cela. Je n'en ai jamais parlé non plus dans mes lettres. Lorsque nous étions ensemble, et cela inclut notre correspondance, nous étions mari et femme, et la guerre n'était qu'une ombre odieuse mais inévitable sur nos vies. Mais la vérité, c'est aussi comprendre que ce n'est pas seulement une lamentation, c'est un fait objectivement prouvé. Ma responsabilité personnelle dans ce qui est arrivé est indéniable. Cette responsabilité, cependant, est d'1 sur 70 millions. La proportion est faible, mais elle existe. Je n'ai pas l'intention de la fuir, et je me dis qu'en donnant ma vie, j'aurais payé ma dette. Inutile de parler d'honneur. Augusta, tu sauras le moment venu qu'il faut être forte. Ne sois pas amère et ne souffre pas trop de mon absence. Je ne suis pas un lâche. Je suis seulement attristé de ne pouvoir offrir aucune grande preuve de courage, si ce n'est de mourir pour cette cause inutile, ce crime. Tu connais la devise des H, culpabilité reconnue, culpabilité expiée. Ne m'oublie pas trop vite. Lettre numéro 8. Une part de gâteau et une guerre d'hiver. Je t'écris encore quelques lignes, même si je t'ai écrit une lettre hier encore, et une autre à Hans Müller. Tu ne pourras pas dire que je ne t'écris jamais. Un de mes camarades emporte ce mot avec lui. Je félicite chaleureusement grand-mère pour ses 70 fourrants et regrette de ne pas pouvoir manger son gâteau d'anniversaire avec elle aujourd'hui. Les boulangeries sont-elles bien approvisionnées chez nous? Ici, on n'a pas de gâteau, mais une fois sorti de là,
tout redeviendra normal. En attendant, il faut continuer à se serrer la ceinture. Va à la caisse d'épargne, retire 50 marks et achète un cadeau pour grand-mère. Elle sera ravie. Je suis sûr que les bergers ont encore du café. Le mari travaille à l'administration portuaire. S'ils en ont, je suis sûr qu'ils t'en donneront. Dis-leur juste que c'est pour l'anniversaire. J'ai rendu beaucoup de services aux bergers. J'écris beaucoup de bêtises. Mais mieux vaut écrire des bêtises que de ne rien écrire du tout. On ne sait jamais si la balle qui nous était destinée a déjà été tirée. Mais ne vous inquiétez pas pour nous, on va s'en sortir. Et après, on prendra tout 4 bonnes semaines de vacances. Il fait vraiment froid ici en ce moment. Il y a de la neige là-bas aussi. Lettre numéro 9. Attendre, compter, espérer. Tout autour de moi est confus, emmêlé, à tel point que je ne sais plus quoi faire. Ne serait-il pas préférable de mettre la fin au début? Ma chère Anna, tu seras peut-être surprise de recevoir une lettre presque comique à première vue, mais si tu la lis calmement, tu verras qu'elle ne l'est pas du tout. Tu m'as toujours vu comme un homme de la classe moyenne, et je dois admettre que tu avais raison, surtout quand je fourrais mon pain du petit déjeuner dans ma serviette. 2 tranches à gauche, 2 à droite, des pommes dessus et le thermos par-dessus. Le thermos devait être posé sur les pommes pour que le beurre ne ramollisse pas le pain. C'était le bon vieux temps, comme disait toujours l'oncle Herbert, le temps de la réflexion. Aujourd'hui, je ne suis plus un bourgeois. Dans notre abri, il règne une chaleur agréable. Nous avons démonté quelques voitures et utilisé les pièces pour le poêle. Personne ne doit le savoir, bien sûr, même si nous avons de plus gros soucis ici. Mon bureau est à côté. Je l'ai mentionné dans une lettre il y a quelques jours. Il appartenait à un capitaine. Je vous raconte tout cela en détail, même si je préférerais écrire sur autre chose. Mais en même temps, je ne le ferai pas. La situation semble grave. C'est ce que tout le monde dit. Nous sommes dans la zone la plus reculée. De temps en temps, nous entendons des coups de feu. Sans cela, nous oublierions complètement la guerre. Ici, tout est si calme que je pourrais tenir 100 ans, mais pas sans vous. Bien sûr, cela ne durera pas aussi longtemps. Nous comptons chaque jour sur notre sortie. Mais CS Espoir contredisent les rumeurs. L'armée est encerclée depuis 7 semaines. Elle ne peut pas tenir encore 7 semaines. Ma permission était prévue pour septembre, mais je ne l'ai pas obtenue, comme beaucoup d'autres. Hier matin, on nous a annoncé qu'un tiers d'entre nous pourrait être renvoyé chez eux. Le sergent-chef de la compagnie médicale affirme l'avoir entendu. Mais cela pourrait encore prendre des jours. Personne ici ne sait vraiment ce qui se passe. Je ne suis pas venu vous voir depuis 8 mois, alors quelques jours de plus ne comptent guère. Malheureusement, je ne pourrai pas vous apporter grand-chose, mais je verrai ce que je peux trouver à Lemberg. J'attends déjà avec impatience le jour heureux où la permission sera accordée, et plus encore, de vous revoir, vous et votre mère. Quand j'envoie le télégramme, préviens ton oncle Herbert immédiatement. C'est une joie d'attendre quelque chose avec impatience. Cette joie me fait avancer, surtout depuis hier matin. Chaque jour, je marque une ligne sur le calendrier. Chaque ligne me rapproche un jour de toi. Lettre numéro 10. Mort sans gloire. Tu sais mieux que quiconque combien j'ai toujours hésité, combien j'avais peur de l'Est et de la guerre en général. Je n'ai jamais été soldat, juste un homme en uniforme. À quoi cela me sert-il maintenant, à moi et à ceux qui n'ont pas hésité et n'ont pas eu peur? Oui, à quoi cela sert-il à nous, figurant dans cette performance absurde? Que gagnerons-nous à une mort soi-disant héroïque? J'ai joué le rôle d'un mort sur scène des dizaines de fois, mais ce n'était qu'un rôle. Assis sur des sièges de velours, vous me regardiez, et mon interprétation de la mort semblait réelle et convaincante. Cela me glace aujourd'hui de réaliser combien la mort sur scène a peu de points communs avec la vraie mort. La mort a toujours dû être héroïque, fascinante, admirable. Une mort pour une grande cause, une mort convaincante. Mais qu'est-ce que c'est, vraiment, ici et maintenant? C'est éclater, mourir de faim, geler, guère plus qu'une fonction biologique, comme manger ou boire. Ils tombent comme des mouches, personne ne s'en soucie. On les enterre rapidement. Ils gisent éparpillés partout, sans bras, sans jambes, sans yeux, le ventre déchiré. Quelqu'un devrait en faire un film pour rendre impossible
la plus belle mort du monde. C'est la mort du boucher, qui sera plus tard glorifié sur des piédestaux de granit, avec des sculptures de guerriers agonisants enveloppés de bandages héroïques. Il y aura des romans, des hymnes et des hommages solennels. Les églises célébreront des messes. Mais je ne veux pas me joindre au troupeau. L'idée de pourrir dans une fosse commune ne me séduit pas. J'ai écrit quelque chose de similaire au professeur H. Vous et lui aurez de mes nouvelles. Ne soyez pas surpris si un certain temps s'écoule avant cela, car j'ai décidé de prendre mon destin en main. Lettre numéro 11. Cordon rouge et le silence de la guerre. Ce soir, O et moi passons une soirée magnifique et paisible. Tout est calme de l'autre côté, pas ici. La Russie est calme et nous avons pu finir tôt. Une bonne bouteille de cordon rouge, dégustée en toute tranquillité, a rendu la soirée particulièrement agréable. Dans les notes du journal de guerre, j'ai lu un texte de Binding et d'un autre. Quelle subtile originalité cet homme fait-il dans sa façon d'exprimer ce qui nous impressionne et nous touche. Tout subjectif ou secondaire est éliminé. Seul transparaît dans ces mots l'essentiel, celui qui émane de son esprit. Nous n'attendons rien des grandes décisions que ceux d'en haut devront sûrement prendre un jour. Bien sûr, personne ne peut dire si le passage rapide du temps ne les fera pas changer d'avis. Jusqu'à présent, des combats acharnés ont eu lieu pour la colline X dans la ville et aux alentours. Généraux et colonels ont caressé l'idée que cette colline X pourrait avoir une importance dans l'histoire du monde. Et pas seulement les généraux. Chaque jour, des positions sont prises d'assaut. Et chaque jour, l'ennemi ou nous, selon qui les détient, en est chassé. Aucun des deux camps n'a encore compris l'intérêt de les prendre, même s'ils pouvaient être tenus. Il semble que les petites choses reflètent les grandes. Cette longue absence de succès engendre soit une apathie quasi incurable, soit une forme de persévérance qui, en réalité, ne fait qu'attendre, cacher. Il est presque 10 heures. Je vais dormir autant que possible. Plus vous dormirez, moins vous aurez faim, car la faim n'est pas poétique, elle est brutale. Je vous aime tous très fort. Lettre numéro 12, le doute, la foi et l'adieu final. Et maintenant, vous savez que je ne reviendrai pas. Veuillez prévenir soigneusement nos parents. Je suis très bouleversée et pleine de doutes. J'étais autrefois confiante et forte. Maintenant, je me sens petite et sceptique. Il se passe beaucoup de choses ici que je ne comprendrai jamais complètement, mais le peu que j'ai vu est déjà trop lourd à porter. Ils ne me convaincront pas, personne ne le fera, que mes camarades sont morts avec le mot « Allemagne » ou le cri « Heil Hitler » aux lèvres. On meurt, et la mort ne se simule pas. Le dernier mot est toujours pour sa mère, ou pour la personne qu'on aime le plus, ou simplement un appel à l'aide. J'en ai vu des centaines tomber et mourir, et beaucoup, comme moi, étaient issus des jeunesses hitlériennes. Mais presque tous, s'ils en avaient encore la force, appelaient à l'aide ou criaient un nom, quelqu'un qui ne pouvait pas les aider. Hitler avait fermement promis de nous sortir d'ici. C'est ce qu'on nous a dit, et nous y avons cru sincèrement. Et j'y crois toujours, car j'ai encore besoin de croire en quelque chose. Mais si cette promesse n'est pas vraie, en quoi puis-je croire? Si elle n'est pas vraie, je n'ai plus besoin du printemps, de l'été, ni de quoi que ce soit d'autre qui apporte de la joie. Laissez-moi vous parler de ma foi, chère Greta. J'ai cru toute ma vie, ou du moins pendant 8 ans, au Führer et à sa parole. C'est terrifiant de voir à quel point les gens d'ici sont remplis de doutes et de honte face à des vérités indéniables, car la réalité elle-même parle plus fort que tout. Si ce qui nous a été promis n'est pas vrai, alors l'Allemagne est perdue, car dans ce cas, plus aucun mot, plus aucun serment n'aura plus de sens. Oh, ces doutes, ces terribles doutes, si seulement ils pouvaient disparaître. Lettre numéro 13. Un Noël froid au bord de la Volga. Malheureusement, le Noël dont je dois vous parler n'a pas été très joyeux, mais au moins, nous étions au chaud. Nous étions situés juste au bord de la Volga. Nous avons réussi à nous procurer du rhum, pas très fort, mais excellent. Un de mes camarades a apporté quelques provisions de la division, du jambon et de la charcuterie en gelée. Je suis sûr qu'il les a récupérées à la cuisine, mais c'était délicieux. De plus,
La cuisine devait être bien approvisionnée en ces choses-là, sinon il n'aurait rien pu voler. Le pain est très rare. Nous avons donc préparé une sorte de gâteau. Nous avons mélangé de la farine, de l'eau et du sel dans une casserole et ajouté des morceaux de jambon. Bien sûr, la farine ne venait pas vraiment de notre jardin. C'est mon 4e Noël de guerre, mais celui-ci a été le plus triste de tous. Quand la guerre sera finie, nous devrons nous remettre de tout cela. Et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons fêter Noël à la maison. Cela fait 3 mois que nous sommes à Stalingrad et nous n'avons pas avancé d'un pas. C'est plutôt calme ici, mais de l'autre côté de la rivière, dans la steppe, les combats sont intenses. Nos camarades de la steppe n'ont pas eu notre chance. Ils ont eu la vie dure. Peut-être serons-nous envoyés là-bas ensuite, car leurs pertes sont lourdes. Mais mieux vaut ne pas y penser. Et pourtant, on y pense sans cesse, surtout quand on a 24 heures sur 24 sans rien faire d'autre que d'essayer de ne pas penser. C'est alors que nos pensées se tournent vers notre pays natal. Avez-vous tous pensé à moi la nuit de Noël? J'ai ressenti cette étrange sensation, celle qui vous envahit quand vous savez que quelqu'un pense à vous. Lettre numéro 14. Avec gratitude et la tête haute. Le moment est venu de vous adresser à nouveau mes salutations et de vous demander de saluer également vos proches et de leur transmettre mon affection. Les Russes attaquent partout. Nos troupes résistent depuis le début de l'offensive, qui n'a pas cessé un seul jour, combattant avec acharnement, épuisées physiquement. Elles se comportent en héros, et pas une seule ne s'est rendue. Que l'ennemi nous vainque alors que nous sommes à court de pain, de munitions, de carburant, et d'hommes n'est pas une victoire pour lui. Dieu le sait bien. Nous sommes certains d'avoir été victimes de graves erreurs de commandement et que la destruction de la forteresse de Stalingrad causera de graves dommages à notre peuple et à la nation tout entière. Malgré cela, nous croyons en une renaissance future de notre peuple. Des hommes sincères y veilleront certainement. Une tâche vous attend chez vous. Veillez à ce qu'aucun fou, imbécile ou criminel ne puisse poursuivre son œuvre. Ceux qui reviendront devront les balayer comme le vent emporte la paille. Nous sommes des officiers prussiens. Nous savons quel est notre devoir le moment venu. Quand je repense à ma vie, je réalise que je peux le faire avec une profonde gratitude. Elle a été belle, merveilleusement belle. Comme la montée d'un escalier, et même cette dernière marche, son couronnement, est magnifique. Je pourrais presque dire qu'elle est harmonieuse et complète. Dites à mes parents de ne pas être tristes, qu'ils se souviennent de moi avec joie. Ne parlez pas de gloire, je n'ai jamais été un ange, et je ne me présenterai pas non plus comme tel devant le Seigneur. Mais je me présenterai comme un soldat, avec l'âme d'un noble, libre et fier comme un gentleman. Je n'ai absolument pas peur de la mort. Ma foi m'apporte cette sérénité et cette clarté. Et cette clarté m'apporte un profond sentiment de gratitude. Transmets cet héritage à ceux qui viendront après nous. Éduque-les à la noblesse d'esprit. Que la simplicité soit rigoureuse dans nos pensées et nos comportements. Aucun compromis. Offrez tout votre amour et votre soutien à mes parents qui affrontent les premiers jours du deuil. Comme mon oncle X, déposez pour moi une belle et simple croix de bois au cimetière du parc. Gardez chiche. Comme résidence familiale des X, c'est mon plus grand souhait. Dans mon bureau, j'ai écrit une lettre lors de mon dernier congé, dans laquelle j'expliquais tout cela en détail. Maintenant, je vous adresse mes condoléances et vous remercie encore une fois. Merci et gardez la tête haute. Toujours en avant. Je vous embrasse tous chaleureusement. Lettre numéro 15. S'il y a un Dieu, s'il existe un Dieu, écriviez-vous dans votre dernière lettre, il vous ramènera bientôt à moi, sain et sauf. Un homme comme vous, poursuiviez-vous, qui aime les animaux et les fleurs, qui ne fait de mal à personne, qui aime et honore sa femme et son fils, est toujours sous la protection de Dieu. Merci pour ces mots. J'ai toujours votre lettre sur moi, glissée dans mon sac. Mais, ma chère, si tu pèses soigneusement tes mots et que tu fais dépendre l'existence de Dieu de ce résultat, alors tu fais face à une décision grave et terrible. Je suis un homme religieux, et tu as toujours été croyant, mais maintenant, ce doit être différent. Si nous tirons tous deux des conclusions de notre parcours personnel jusqu'à présent,
alors nous devons admettre qu'il s'est produit quelque chose qui fait que tout ce en quoi nous croyons semble illusoire. Ne t'en doutes-tu pas déjà? Le ton de ta dernière lettre du 8 décembre est si étrange. Nous sommes maintenant à la mi-janvier. Ce sera ma dernière lettre avant longtemps, peut-être pour toujours. Un de mes camarades, qui se rend à l'aérodrome, l'emportera avec lui. Demain, le dernier avion décollera de cette piste. La situation est devenue intenable. Les Russes sont à 3 km de la dernière base aérienne. Si elle tombe, pas un rat ne s'en sortira, et moi non plus. Il est vrai que des centaines de milliers d'autres seront également pris au piège, mais c'est une maigre consolation de se noyer dans la foule. Si Dieu existe. De l'autre côté, nombreux sont ceux qui disent la même chose. En Angleterre et en France, sûrement des millions. Je ne crois plus à la miséricorde de Dieu. Sinon, il n'aurait pas permis une telle injustice. Je n'y crois plus, car sinon Dieu aurait éclairé l'esprit des hommes qui ont déclenché cette guerre. Des hommes qui ont parlé de paix et du Tout-Puissant en 3 langues différentes. Je ne crois plus en Dieu, car il nous a trahis. Je ne crois plus. Et maintenant, tu dois décider ce que tu feras de ta foi. Lettre numéro 16. Une messe de Noël au milieu des ruines. La veille de la fête, 11 camarades se sont joints avec dévotion à un office religieux célébré dans une hutte relativement intacte. Il n'a pas été facile de les trouver parmi la foule de sceptiques, de désespérés et de désillusionnés, mais ceux que j'ai trouvés sont venus avec un cœur joyeux et ouvert. C'est un curieux petit groupe que j'ai réuni pour célébrer la nativité de l'enfant Jésus. Il existe de nombreux hôtels dans ce vaste monde, mais aucun n'était plus pauvre que celui que nous avions ici. Hier, il y avait encore des grenades dans la caisse sur laquelle j'avais déposé la tunique grise d'un camarade tombé au combat, celui dont j'avais fermé les yeux vendredi dernier dans cette même pièce. J'ai écrit une lettre de réconfort à sa femme. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. J'ai lu à mes hommes le récit de la nativité dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 17, les paroles d'un noble chrétien non-juif. Je leur ai donné du pain noir et dur en sacrifice sacré et sacrement de l'autel, comme le véritable corps de Jésus-Christ, et j'ai prié pour obtenir pardon et miséricorde pour eux. Je n'ai pas parlé du 5e commandement. Les hommes étaient assis sur des tabourets et des bancs, les yeux écarquillés sur leurs visages affamés, me regardant. Ils étaient tous jeunes. Un seul d'entre eux avait 51 ans. Je suis apaisé de savoir que j'ai pu leur apporter un peu de réconfort et de force. À la fin, nous nous sommes tous donné la main, avons partagé nos adresses et avons promis que ceux d'entre nous qui survivraient rendraient visite aux familles de ce petit groupe et leur raconteraient comment nous avions fêté le réveillon de Noël 1942. Que Dieu étende ses mains miséricordieuses sur vous, chers parents, car la nuit tombe et nous ferions bien de mettre nos affaires en ordre avant la mort. Nous sommes emportés par la nuit et nous y allons, si telle est la volonté du Seigneur de l'univers. Mais nous n'entrerons pas dans une nuit sans fin. Nous remettons notre vie entre les mains de Dieu et puisse-t-il nous pardonner quand notre heure viendra.